Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Eh bien, chers amis, nous continuons cette aventure sur la grande pyramide de Gizeh que nous avons commencé avec Jérôme la semaine dernière. Et vous allez voir que finalement, il n'y a pas que des chercheurs connus, mais aussi des gens qui ne sont pas connus, comme vous, comme moi, comme Jérôme, comme tout le monde. Et tout le monde peut essayer de trouver des réponses sur cette énigme de la grande pyramide qui relève un tas de questions. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour essayer de donner une explication à toutes ces énigmes concernant la grande pyramide de Gizeh. Alors voilà, ce soir c'est exceptionnel puisque je reçois Yann, qu'on va présenter dans un moment, un nouvel invité, pas connu, mais qui a fait des découvertes de dingue concernant la pyramide. Et puis comme d'habitude, mon cher Jérôme, qui fait partie de Monde Mystérieux maintenant, qui est avec nous encore une fois ce soir. Et bah voilà, donc bienvenue à tous les deux, bonsoir Yann et bonsoir Jérôme de nouveau. Et Jérôme, avant de te présenter Yann, je vais donner déjà la parole à Jérôme, et puis après tu vas te présenter peut-être au public, dire comment tu as fait à en arriver là. Eh bah oui, on a commencé l'aventure jeudi dernier, et puis voilà, on poursuit l'aventure, comme on vous l'a expliqué avec Hervé. On va parler de cette énigmatique construction de la grande pyramide. Je pense qu'on va avoir des semaines, voire des mois à venir passionnants. On va vous présenter de nombreux chercheurs, et comme dit Hervé, connus ou pas connus. Et puis oui, qu'il y a tellement de choses à dire sur cette grande pyramide, comme on l'expliquait l'autre fois, que ça soit sur sa construction, sur sa datation, sur l'origine des bâtisseurs. Et puis tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur au niveau symbolique, géométrique, mathématique, et parfois ça part très 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 loin. Moi je vous ai exposé quelques faits la dernière fois, et puis voilà, là ce soir on a Yann, un chercheur inconnu, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, et puis vous allez voir, il a beaucoup de choses très très intéressantes à vous présenter. Donc salut Yann. Je suis très content d'être parmi vous du coup sur la chaîne Monde Mystérieux, donc avec toi Jérôme et toi Hervé. Merci. Moi, ce que je vais vous présenter du coup ce soir, ça va être, si vous voulez, les mathématiques, la géométrie qu'on peut retrouver au sein de la structure interne de la pyramide. D'accord. Moi, je suis parti, si vous voulez, de toutes ces théories qui existent autour de la pyramide. Comme quoi pour être inscrite des connaissances astronomiques, géodésiques, voire mathématiques. Donc je vais me concentrer uniquement sur cette présentation à parler de l'aspect mathématico-géométrique de la pyramide. Voilà. Ok, donc tu as vraiment travaillé tes recherches, tu t'es axé sur des plans, sur les mesures qui avaient déjà été faites. Et tout à fait. Tu t'es inspiré aussi des recherches d'autres passionnés, certainement, comme nous. Oui. Donc, bien sûr, il y a Quentin Leplat et Howard Crowers qui avaient beaucoup travaillé du coup sur l'emplacement des menhirs, la géométrie qu'il pouvait y avoir par exemple sur la pyramide ou dans d'autres sites sacrés sur la planète. Donc, ils ont déduit qu'il y avait des doubles carrés, des racines, etc. Beaucoup de nombres d'or. Donc, je me suis basé aussi un petit peu sur leurs travaux à eux, bien que j'ai pas vraiment repris le double, le triple, le quadruple carré. Je me suis uniquement basé sur ce que je vais vous présenter ce soir, en tous les cas, sur le nombre d'or. Voilà. Ok. Et Dieu sait que ce nombre d'or, il nous... Alors voilà, parce que arracher les cheveux. Alors ouais, je voudrais juste rajouter, parce que voilà, moi je suis content de t'inviter ce soir là, Yann, dans Monde Mystérieux, puisque tu m'avais contacté, on était encore en géométrie sacrée avec Jérôme, et tu m'avais contacté pour me faire part de tes découvertes. Et c'est là donc on a commencé à s'intéresser à ce que tu as découvert, Jérôme un peu plus tard, mais donc du coup on a voulu vraiment t'inviter pour que les gens déjà comprennent la démarche qu'on essaye d'appliquer avec Jérôme par rapport au public de Monde Mystérieux, mais aussi pour aller toujours plus loin, ça on est bien d'accord, Jérôme et Yann, on essaye d'avancer comme ça, et c'est là où c'est super, c'est aussi le but un peu de ce qu'on essaye de faire depuis l'année dernière, d'inviter des chercheurs indépendants, comme toi Yann, comme toi Jérôme, pour essayer d'avancer sur toutes ces choses-là.
sur ça. toutes ces énigmes. Donc voilà, nous on est impatients voilà, de Oui. voir ce que tu vas On nous a préparé les présenter. pop-corn, tout. Donc On est voilà, prêt. c'est vraiment incroyable, incroyable. Donc voilà, tu nous dis quand t'es OK et voilà. Et nous Allez, sommes bah c'est parti. Du coup, je Allez. vais commencer par vous présenter, bien sûr, l'unité de mesure qui a été employée pour bâtir la pyramide. Donc, c'est la fameuse coudée royale égyptienne, donc celle dont a parlé Jérôme lors de la première vidéo c'est ça. sur la. Voilà. Donc, on va considérer que cette coudée, elle fait partie d'une composition de 5 unités de mesure, donc on appelle généralement la quine égyptienne, donc qui est composée de la paume, voilà, la palme, de l'empan, du pied et de la fameuse coudée. D'accord. Ce qui est intéressant avec cette quine, donc c'est que la valeur de chaque unité de mesure est supérieure d'un rapport de 1,618 par rapport à la précédente. Voilà. Ça a été. Ils en parlaient dans BAM d'ailleurs. Tout à fait. Avec le fameux tailleur de pierre qui nous a quittés d'ailleurs, j'ai appris ça. Je cherche son nom, je m'excuse. Je cherche mes mots ce soir. Oui, c'est ça, qui figure dans BAM et il expliquait justement comment ces différentes unités de mesure utilisées depuis longtemps pour bâtir. Voilà. Et oui, c'est Boistel, monsieur Boistel, j'ai appris qu'il nous avait quittés. Voilà. C'est des grandes connaissances qui partent à chaque fois comme ça, et on se demande comment on va les récupérer à chaque fois. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé Yann. Mais... Pardon Yann. Donc voilà, on entend souvent dire que cette fameuse coudée, elle serait issue peut-être du mètre. Donc ce qui est intéressant, c'est que le mètre, il fait pi sur 6, que la coudée royale, pardon, fait pi sur 6 mètres. Donc c'est ce que tu avais présenté, Jérôme. Mais ce qu'on pourrait dire aussi, au vu de la quine et au vu de ce que je vais démontrer tout au long de ma présentation, c'est qu'on pourrait aussi considérer que la coudée royale, ça pourrait être phi carré sur 5. Donc 2,618 divisé par 5. Donc on est très proche de pi sur 6, mais ça serait égal, donc à ce que tu as présenté Jérôme, c'était le fameux double carré, la diagonale plus la longueur plus la largeur. C'est ça, racine carrée de 5, 1 plus 2, voilà. Donc si on pense que c'est basé donc, sur cette géométrie-là, la valeur exacte, du coup, ça serait phi carré sur 5. Voilà. Voilà. Donc je laisse ça comme ça, ça peut nous faire réfléchir, voilà, c'est de la matière à penser. Donc au lieu de dire que la coudée royale est basée sur le mètre, on pourrait dire que la coudée royale est peut-être basée tout simplement sur la mesure de la Terre. Parce qu'on sait que l'empan, c'est 20 cm. Oui, on retrouve une unité métrique au niveau de l'empan, quoi. Tout à fait. Et quand on sait que l'unité métrique découle des mesures de la Terre, on peut s'interroger sur comment a été déterminé l'empan royal, quoi. C'est ce que j'expliquais un petit peu jeudi dernier, c'est ça. Voilà. Donc à partir de cet empan, en plus, j'ai envie de dire, c'est ce qui est au centre des 5 unités de mesure. Puisque si l'empan fait 1, le pied fait 1,618 et la coudée fait 2,618. La palme, dans ce cas-là, ferait 1 sur phi et la paume 1 sur phi carré. Voilà. Et c'est pour ça que donc y a la paume, hein, c'est ça, hein, la paume, la palme, je crois que c'est jusqu'au du haut de l'index jusqu'au niveau de la jointure. Après l'empan, je sais plus quoi, le pied et puis la coudée. C'est pour ça qu'on dit que la coudée, en fait, c'est la coudée de Khéops, de son coude à l'index. Voilà. Exactement. Ouais. La théorie officielle veut que la coudée royale égyptienne, du coup, ait été mesurée à partir de l'avant-bras du fameux Khéops. Voilà. Donc après, chacun pensera ce qu'il a envie de penser, bien sûr. Donc si on considère ça, ça veut dire que la distance nord-sud en coudée royale, c'est 100 millions sur phi carré. Voilà. Donc ce qui voudrait dire que la mesure nord-sud, finalement, c'est 100 millions d'empans royaux. Quand tu dis la mesure nord-sud par rapport à la Terre? Tout à fait. Tout à fait. Si on prend la circonférence terrestre, on considère qu'elle fait 40 000 km. Alors, il n'y a pas exactement 40 000 km, mais on va imaginer que c'est un mètre le plus précis possible et qui justement mesure exactement la valeur de la Terre. Donc on prend 40 000, donc la demi-circonférence de la Terre,
Voilà, donc ça serait ça. D'accord. Voilà. Donc ça me paraît plus plausible de se dire on va découper la Terre en 100 millions de parties plutôt que 40 millions. 100 millions, ça me paraît plus précis que 40 millions. Pourquoi 40 millions? Voilà. Donc, est-ce que le mètre serait pas plutôt basé sur la coudée royale? Voilà, c'est une question que je pose, bien sûr. Ah bah ça, c'est comme on en parlait l'autre fois, hein, c'est la poule ou l'œuf, quoi. Voilà, donc j'ai inversé voilà, la question. Donc, on va rentrer dans la fameuse pyramide. Donc les mesures, elles ne sont pas vraiment contestées finalement. Donc la base fait 440 coudées, pardon, la hauteur 280. Et donc on sait que le rapport voilà, entre la base et la hauteur, il est de pi sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout. Et c'est de là où on se pose des questions, on se dit, tiens, est-ce qu'il y aurait d'autres rapports mathématiques à l'intérieur de cette pyramide? Voilà, pour corroborer le fait que ça soit une volonté de la part de l'architecte. Donc on a bien sûr la hauteur multipliée par racine du nombre d'or, qui est égale à la pente. Donc ce qui signifie que notre pyramide, finalement, elle est composée de deux rectangles, comme ça, la hauteur, ici, là, et ici, deux rectangles de rapport racine du nombre d'or. Voilà. Voilà, donc la hauteur divisée par la racine du nombre d'or est égale à la moitié de la base. Donc voilà, c'est bien ce qu'on a dit. Il y a ce rapport de proportion Exactement. Avec le nombre d'or. Exactement. Donc ce qu'on dit un peu moins souvent, mais qui est pourtant assez intéressant aussi, c'est que la demi-diagonale du carré de base, donc tout en bas là-bas, donc c'est un rapport de 10 sur 9. Voilà. Voilà. Et donc là, on va commencer à rentrer un peu dans mes recherches. Voilà. Donc, a priori, on admet que la hauteur de la chambre de la reine, elle est à 40 coudées, bien que toutes les mesures que je vais vous présenter soient contestables, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire tous les calculs que je vais vous présenter avec les différentes valeurs que Petri peut vous donner, Lehner, etc. Voilà. Toi, tu t'es principalement basé, comme tu dis, sur les travaux de Petri, Lehner, etc. Tu as repris un petit peu leurs mesures, quoi. Exactement. Et qui n'ont pas été remis en question aujourd'hui, quoi. Absolument pas, bien qu'elles soient différentes, voilà, mais bon, c'est des méthodologies peut-être qui sont un petit peu différentes, des outils qui sont différents. Je me suis pas forcément intéressé à la méthodologie qu'ils avaient employée, mais quoi qu'il en soit, les mesures qu'ils rapportent tous les deux sont plus ou moins les mêmes. Oui, je veux dire, les calculs que je vais vous présenter, voilà, c'est une des précisions, après on est au centimètre. Ça ne change radicalement pas grand-chose au calcul. D'accord. Mais certains pourront dire, ah oui, mais là, si tu prends cette mesure-là, là, ça fait plus tout à fait le nombre d'heures, etc. Tu vois ce que... Ils auront raison, voilà, Mais dans un monument aussi gigantesque, pour faire vraiment des mesures au millimètre près, faut... Exactement. Donc là, comme vous pouvez le constater, si la hauteur de la chambre de la reine était bien de 40 coudées, comme on la suppose, le rapport entre la hauteur de la pyramide et la hauteur de la chambre de la reine serait de 7. Voilà. Le fameux 7. Exactement. Alors, plus intéressant, si je trace une parallèle à la base de la pyramide qui passe par la hauteur de la chambre de la reine, citée juste avant. Donc c'est le sol de la chambre de la reine, on est d'accord? Tout à fait, là, on est au niveau du sol. Okay. Voilà. On obtient du coup une distance entre les points qu'on obtient au niveau des apothèmes là de 2640 divisé par 7 coudées. Donc si on divise cette longueur par cette hauteur, on obtient 66 septièmes. Voilà. Je laisse ça comme ça aussi pour les personnes qui font des recherches dans ce sens-là. La superficie du plan de la coupe, donc la superficie voilà, de la pyramide à ce niveau-là. Du carré AB, le côté AB en fait, on va dire. Voilà, et que ça prolonge un petit peu plus loin. Donc on aurait une superficie de 142 236 coudées carrées. Donc c'est l'écriture numérique de ça en fait. 140 plus racine de 5. Alors racine de 5, on va le retrouver aussi pas mal de fois. Parce que ce racine de 5, c'est aussi ce qui compose le nombre d'or finalement. Puisque c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Ça. Alors, pour la hauteur de la chambre du roi, donc là, les mesures sont un petit peu plus contestées.
Néanmoins, on va arrondir ça à 82 coudées. Voilà. Et donc, si on divise la hauteur de la pyramide par la hauteur du niveau du sol de la chambre du roi, on obtient un rapport de 2 plus racine de 2. Mhm. Voilà. Et donc, ce racine de 2, ça fait référence bien sûr au nombre d'argent aussi, également. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça parce qu'on se demandait, enfin on se demande pourquoi ils ont agencé entre la chambre médiane, la chambre haute, pourquoi à ces hauteurs-là. Là, ça peut nous apporter une réponse, quoi. C'est parce que on est sur des principes mathématiques, sur des chiffres ronds, quoi. A priori, d'après ce que voilà. Donc c'est pareil, on va utiliser le même procédé qu'on a utilisé avec la chambre de la reine juste en dessous. On va tracer la parallèle à la base. On va obtenir A et B aux apothèmes de la pyramide. Et donc on obtient voilà, 2178,25 divisé par 7 coudées. Donc exactement. Donc cette superficie, ici, du coup si on fait un carré comme tout à l'heure, elle serait de 96 832 coudées carrés. Voilà. Alors ça nous dit rien, mais quand on connaît la superficie de la base de la pyramide, donc de 440 coudées au carré, et qu'on la divise du coup par cette superficie ici qu'on avait trouvée, on obtient 2. Donc c'est exactement la moitié de la superficie de la base. Voilà. Intéressant. Voilà. Donc on utilise la même méthode pour l'une et pour l'autre, c'est pour ça que je me dis que ça peut peut-être être intéressant. Voilà. Ok. Alors, pour le reste de la présentation, on ne va pas utiliser la hauteur de 82 coudées. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que moi, je me suis plutôt basé sur le coffre de la chambre du roi. Si on divise le coffre de la chambre du roi qui mesure 2 coudées exactement de hauteur, si on divise par le nombre d'or, du coup, on obtient 1,236 que j'ai ajouté du coup à la hauteur au niveau du sol. D'accord, tu es parti au niveau du milieu du sarcophage en fait. Pas le milieu, mais un rapport du nombre d'or, ouais. Rapport du nombre d'or. Ouais, d'accord. Voilà. Et je vous expliquerai mieux pourquoi dans la deuxième partie de la présentation. Alors pour info, voilà, je mets ça aussi comme ça. 83,25, c'est 333 sur 4. Ça peut être intéressant quand on étudie ça d'un autre point de vue. Alors, le rapport entre la hauteur de la pyramide et la hauteur de la chambre du roi, du coup cette nouvelle hauteur, donc c'est ça. Voilà. D'accord. Donc c'est pareil, on peut se dire, il y a des maths encore. Voilà. Parce que c'est une toujours racine de 5 et notre nombre d'heures. Voilà, on aura toujours les mêmes choses, hein, de toute façon. Donc on obtiendrait une distance entre A et B, ici, de 100 fois l'inverse du nombre d'or divisé par 2 en coudées. Voilà. Et ça, tu l'as, en fait, comment je dirais, tu l'as déduit avec une intuition en partant à ce niveau du sarcophage, ou c'est en essayant de retomber sur des calculs ronds, comme tu nous fais voir, que tu t'es dit, bon, il faut que je parte de cette hauteur-là, en fait. Alors, c'est une intuition, comment ça t'est venu de ça faire vient ça? de plusieurs hypothèses que je me suis fait. Ça a fait un condensé de plein de choses et j'en suis arrivé là en fait. D'accord. Mais si vous voulez bien comprendre pourquoi j'ai fait ça, ça sera mieux expliqué dans la prochaine vidéo du coup. Mais je vais vous en dire un petit peu quand même. Si on sait que là c'est à 40 coudées de hauteur, le niveau de la chambre de la reine. Donc si on divise 83,236 par 2, on obtient 41,618. Donc ce qui aurait entre la base et la hauteur nouvelle de la chambre du roi, ça serait 41,618 coudées. Voilà. Donc il faudrait voir sur place. Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Il faudrait voir si sur place, une hauteur de 1,618 coudées par rapport au sol serait pertinente. Est-ce que par exemple la hauteur du couloir fait un 618 coudées? Est-ce que le premier niveau des blocs fait 1,618 coudées de hauteur? Ça, c'est des choses qu'il faudrait aller voir sur place. Malheureusement, moi, quand j'ai visité la grande pyramide en 2017, et je ne sais pas si elle est elle était fermée. L'accès à la chambre médiane n'est pas autorisé. En fait, il y a une grille, c'est fermé. Et je ne sais pas si depuis, surtout avec ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que maintenant on est autorisé à
aller dans la chambre médiane, je sais pas. Parce que je crois qu'il y avait toujours des installations, peut-être au niveau de Scan Pyramide, qui avaient voulu approfondir des données, et avaient toujours laissé leur plaque à muons, je crois, au niveau du sol de la chambre médiane. Alors c'est peut-être pour ça que c'était interdit d'accès, mais voilà, c'est assez. Ça, on le saura bientôt sur Monde Mystérieux. Mystère. Ouais, mystère. Voilà. Ok. Donc très bien, donc je vous en dirai plus en deuxième partie. Okay. Donc cette distance, on a dit que ça faisait 309 coudées. Donc pour ceux qui s'intéressent aussi aux dimensions de la pyramide en mètres, voilà, possiblement. Donc là, cette distance AB, elle ferait donc 618 mètres. Hein. Voilà. Elle ferait, 161,8 mètres. Autant pour moi. Oui, c'est la moitié. Donc le nombre d'heures exprimé en mètres. Voilà. Autant pour moi. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On peut spéculer une valeur théorique de la chambre de la reine en hauteur à 41,618 coudées. Voilà. Donc on en reparlera mieux en deuxième partie. Donc les conduits supérieurs, lorsqu'ils débouchent sur les apothèmes, donc on prend cette distance-là, AC, du coup, elle fait 154,75 coudées. Alors, 154,75 coudées, c'est ça. C'est l'expression de ça, plus ou moins. Voilà. 1 plus l'inverse du nombre d'heures sur 4. Donc le rapport entre la hauteur de la pyramide et cette hauteur-là, c'est de 1 plus phi carré sur 2. C'est marrant, c'est vraiment... Et c'est comme ça partout. Hein. Ouais, mais c'est hallucinant, c'est un jonglage de formules mathématiques qui ont défini tout ça, quoi. Alors on obtient du coup une longueur entre les deux hauteurs des conduits là, de ça, voilà. Donc je n'extrapolerai pas tout ça, hein, mais là juste pour vous signifier que 220 là je le prends parce que c'est la moitié de la base. Hein. Voilà. Donc je vous laisserai méditer ça tranquillement chez vous à tête reposée, voilà. Donc voilà pour les conduits supérieurs, on continue. Donc on obtient ce rapport entre la hauteur de la pyramide et cette hauteur là. Voilà. 2 racines de 5. Voilà. Et la longueur entre... le rapport entre la base de la pyramide et cette longueur AB, 2 racines de 5 également. Voilà. Donc on constate qu'on a affaire à un rectangle de rapport de proportion racine de phi. D'accord, donc 0,618. Non, 1,272. Ah oui, excuse-moi, c'est là, oui, là, ok. Excuse-moi, autant pour moi. Il n'y a pas de mal. Voilà, donc là on a affaire à un joli rectangle racine de phi quand même. Voilà. Donc on a une... Est-ce que au final tu auras un récapitulatif de ces résultats, parce que c'est dommage t'as pas mis les... Je pourrais laisser un fichier PDF si vous voulez. Ouais, ok, bon, peut-être que tu reviendras dessus après, ou je sais pas. Ou... oui, après, c'est sûr que les gens ils peuvent aussi, ceux qui vont voir cette vidéo, ils peuvent pause et puis ils notent. Hein, et puis, ouais. Ils pourront la regarder en 2 ou 3 fois. Hein. C'est ça. Oui. Ouais, ça aussi. Aussi. Voilà. Il vaut mieux d'ailleurs. Là pour l'instant, laissez-vous juste guider par tiens, il y a des mathématiques, tiens, ça peut ressembler à ça, voilà. Pas forcément à chercher tout de suite à vouloir comprendre voilà, le pourquoi du comment. Laissez-vous laissez-vous aller. Donc on a une diagonale dans ce fameux rectangle qui mesure ça en coudées. Donc on peut tracer un cercle de rayon BC, voilà, et on constate forcément que il est tangent à l'apothème de la pyramide, voilà. Puisque elle est composée de 2 rectangles racines de phi, etc. Bon, c'est une suite logique, mais c'est intéressant de se dire, tiens, les conduits, ils sont quand même disposés à une jolie hauteur. Et on constate bien sûr que ce cercle, il passe par la jonction entre le couloir ascendant et le couloir descendant. Ça, c'est assez fort. Eh oui. Donc l'aire de ce disque, c'est ça. L'aire de la base de la pyramide, c'est ça. Donc on n'est pas très loin. On a une différence de 3334,6 coudées carrés. Donc c'est 10 000 divisé par 3 coudées carrés. Donc on se dirait même avec les différences qu'il peut y avoir,
ça peut être aussi intéressant de regarder quoi, les marges d'erreur. Donc là, on pourrait dire, tiens, c'est aussi des maths, la différence qu'il y a. Voilà. Donc le conduit supérieur du niveau de la chambre du roi, qui est ici, nous permet de déterminer le point haut, donc qui est la séquence entre ce niveau et la hauteur de la pyramide. Voilà. Et donc on obtient deux longueurs, OA et OC, ici, qu'on va étudier plus précisément. Voilà. Donc là, on obtient des angles assez significatifs. L'angle OAC mesure 54 degrés et l'angle LOA mesure 126 degrés. Voilà. Et on peut s'intéresser au rapport qu'on peut trouver avec tout ça. Donc AC divisé par OC, par exemple, ça nous donne 6 sur 5. Voilà. AC divisé par OA, ça nous donne racine du nombre d'or. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à regarder. En fait, on peut creuser et faire des choses un peu comme ça partout et retrouver à peu près tout le temps les mêmes choses, quoi. Des rapports en nombre entier, des rapports avec le nombre d'or, avec racine de 5, racine de 2, voire même racine de 3. Et donc si on fait donc, les rapports avec les deux dimensions qu'on a trouvées avec la base, même la demi-base, pour être précis, donc on a RL sur OA qui mesure 1 plus phi, enfin, qui est de rapport 1 plus phi carré sur 2. Voilà. Et bien sûr, on peut faire ça aussi avec OC. Et on obtiendrait un rapport de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà. Donc avec les conduits inférieurs, donc ils sont situés à une hauteur de 130 coudées. S'ils débouchaient à l'extérieur. S'ils débouchaient à l'extérieur. Tout à fait, Jérôme. Merci de le préciser, parce que là, effectivement, sur le PowerPoint, tu les as prolongés, quoi. Exactement, j'ai prolongé les conduits, voilà. Donc c'est ce qu'on peut faire sur un logiciel de géométrie comme GeoGebra. C'est justement ce que j'ai fait. Et donc on obtient une hauteur de 130 coudées. Je crois que pour trouver ces 130 coudées, je m'étais basé sur le croisement des deux conduits que Petri avait donné en hauteur, voilà. Parce que cette valeur, on la retrouve pas vraiment en fait. Elle n'a pas vraiment été calculée puisque forcément les conduits débouchent pas sur les apothèmes, donc personne n'a forcément eu l'idée de mesurer ça. Donc on obtient une valeur MN, donc voilà, donc, comme tout à l'heure un petit peu, donc de 235,71 coudées. Donc ça c'est 1650 sur 7. Et donc ça correspond à ça. Voilà. Donc pour être plus précis, ça veut dire que cette longueur, c'est comme si c'était les côtés d'un carré dont les diagonales mesureraient 333,33333 coudées. Voilà. Donc on peut imaginer, avec ce rectangle qu'on peut tracer avec les conduits inférieurs, hein, rajouter un rectangle de rapport racine du nombre d'or, ici, là, puisque la diagonale, c'est l'apothéme de la pyramide. Et on obtiendrait du coup un rectangle rouge de proportion phi carré. Voilà. Donc la distance ZN, c'est celle-ci, et où ZF, c'est celle-là. Et donc on obtient un rapport de 2,618. Voilà. Donc je passe assez vite, hein, mais c'est pour vous imprégner de tout ça. Voilà. On n'est pas là pour faire des maths très poussées non plus. Hein. Non, mais pour l'instant c'est fluide, c'est bien. Ouais, ça va. Bon, donc voilà, donc là on a toujours les conduits qui sont prolongés. Et on peut tracer avec les conduits supérieurs de droite. Voilà. Hop, ici et ici avec les conduits supérieurs et les coins de la pyramide. Donc ils mesureraient ça. Voilà. Et donc ça, c'est la valeur numérique de ça. Voilà. Toujours des chiffres ronds. Exactement. Autrement dit, c'est la diagonale d'un carré de 250 coudées de côté. Donc de 1000 coudées de périmètre. Donc on constate que ces deux droites, c'est les bisectrices des angles qui sont ici, là. Voilà. Donc vous voyez l'écart entre les angles. Donc ce qui nous permet de se dire que
le croisement entre ces deux droites, ça nous donnera le cercle inscrit de la pyramide. Voilà. Ça c'est incroyable ça. C'est Tout clair. simplement. Ça, c'est percutant, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, et il n'y a pas plus simple. Ouais. Ouais, c'est tout simple, quoi. C'est Ça, vrai que c'est... Voilà. Et eux, on pouvait les définir puisque les conduits de la chambre haute débouchent à l'extérieur, donc Pour eux, il y a moins de soucis, oui, tout à fait. il y a moins de soucis pour... voilà, ça marche pas avec les conduits de la chambre médiane. Ah, bah, avec on va faire quelque chose d'un petit peu dans le même style avec les conduits de la chambre médiane. Vous allez voir, ça corrobore un petit peu ce qu'on trouve. Mais on va continuer quand même avec ça. Donc on a notre cercle inscrit à la pyramide. Donc il y a un rayon ici, là, hop, de 106,92 coudées. Donc si on fait un rapport avec la hauteur, ça nous donne phi carré. Bon, après tout ça, c'est assez logique, mais c'est bien de le signaler. Hein. Et excuse-moi, je te coupe 5 Oui. minutes. J'ai l'impression... ouais, voilà. Ah bah, t'allais peut-être y venir, mais j'avais l'impression que les conduits de la chambre médiane finissaient sur ton cercle. C'est ce que j'allais non. dire, mais je pensais qu'il allait le dire aussi, c'est pour ça que je suis Ah pas bon, intéressé. on va trop vite, on va trop vite. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais il y a une Pas petite tout- différence. Ouais, il y a une petite différence. Mais à savoir qu'il y a quand même des plaques Et ouais, qui occultent ces conduits. Et avec Qu'est-ce qu'il y a dessous, ouais. voilà, on avait percé une de ces plaques, on avait vu qu'il y avait encore du vide derrière, donc quelque part ça va peut-être plus loin que le plan qu'on nous donne, quoi. Donc malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais ça peut être pertinent d'en savoir un peu plus quand on saura sur les conduits, jusqu'où ils pourraient déboucher, qu'on pourrait mesurer tout ça, on pourra voir si ça colle ou pas avec cette théorie. Voilà. Ouais. Pourquoi pas. c'est surtout à quoi ils servent, quoi. Tout à fait. Donc on aurait une mesure du coup de WK qui mesurerait ça. Donc c'est 280 moins WL. Donc c'est à peu près 100 fois racine de 3, grosso modo. Voilà. Et donc on pourrait tracer un cercle de rayon WK. Voilà. Donc là on voit qu'on arrive presque au bout du conduit creusé par les soldats d'Al-Mamoun. Ouais. Voilà. Mais on remarque surtout que ce cercle, il est 6 fois plus grand que le cercle inscrit à la pyramide. Voilà. C'est Eric qui va être content. Eric qui aime bien travailler avec les cercles, là, ça va lui parler. C'est vrai. Eric le singe, je précise. Oui, on avait. Oui. Donc le rapport du coup, entre ce cercle, enfin entre le rayon de ce cercle précisément et la base de la pyramide, même entre le diamètre de ce cercle, du coup j'ai utilisé. Donc c'est la racine du nombre d'or. Donc ça divisé par RS, c'est ça. Voilà. Donc je ne sais pas si vous commencez à prendre conscience du travail qu'a réalisé Yann déjà là en quelques slides. Vous voyez, c'est quand même assez chiadé, quoi. Hein, excusez-moi l'expression, mais il s'est pris la tête, quoi, Yann, pour déduire tout ça. Je présume que tu as dû passer des jours et des jours à... Oui, plus que ça, oui. des années à faire des calculs dans tous les sens, avec des diagonales, etc. Parce que je pense que parfois tu travailles avec l'intuition et parfois tu es peut-être parti sur des choses où ça n'a débouché sur rien. T'as pas perdu du temps, mais parfois tu as dû passer des heures, des jours sur quelque chose. Au final, tu t'es dit, bon, je vois rien de pertinent là-dedans, quoi. Tout à fait. Oui, non, mais c'est sûr que ça a été énormément de travail, mais bon, quand on s'imagine qu'il y a des pyramides, enfin des mathématiques dans une pyramide qui serait a priori un tombeau, moi je me demande pourquoi pourquoi on mettrait des mathématiques, et s'il y en a, où est-ce qu'il y en a, quoi. Donc j'ai essayé de vérifier s'il y en avait vraiment, où est-ce qu'il y en avait, comment ça se passait, pour après essayer de déduire d'autres choses, mais malheureusement j'en déduis pas grand-chose de plus que vous exposer tous ces rapports qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette pyramide. Non, mais déjà on prend conscience déjà avec
ce que tu nous as fait voir là depuis une demi-heure là, que l'agencement intérieur a été dessiné à la base, quoi, avant la construction. Et ça on démonte la théorie officielle égyptologique, hein, qui nous explique qu'en fait, à la base, ils avaient décidé de faire la chambre mortuaire au niveau de la chambre basse, et qu'au fur et à mesure de la construction, ils ont changé l'idée. Ensuite, on est parti sur une chambre médiane, et puis au final, Khéops a voulu se faire une chambre tout en granit, tout en haut. Et mais là, on démonte très clairement que non. Ça tient pas du tout la route, que tout a été conçu à la base. Enfin, il y a eu un architecte qui a fait des plans, et on est parti sur cette structure interne dès le départ du chantier. Donc, et voilà. Mais ça, je pense que beaucoup d'égyptologues en sont conscients. Mais comme ça remet en cause l'histoire du tombeau, bon, à un moment donné, bon. Oui, parce que pourquoi faire 3 chambres pour un seul pharaon, quoi. Ça pose quand même question, 3 chambres. Oui, puis une inachevée, une en calcaire et une tout en granit. Oui. Et une qui aurait des conduits de ventilation pour que l'âme sorte, mais finalement qui sortent pas, quoi, de la pyramide. Oui, bah c'était pour sa femme. Hein. Attends, c'est ce que je dis dans mon livre. Elle a déjà eu la chance d'avoir une chambre dans la grande pyramide. On peut pas lui demander trop non plus. Hein. Ouais, bah après, voilà, je pense que ça remet vraiment en question la théorie des égyptologues. Exactement. Ouais. Je pense que, pour moi, quand j'essaye de me convaincre de quelque chose, j'essaye de mesurer les arguments des différentes théories, etc. Moi, la théorie qui est des mathématiques dans la pyramide, elle me paraît quand même plus pertinente que le fait que ça soit un tombeau, quoi. Mais tout à fait. Mais ça, je manque de preuves pour dire que c'est un tombeau, en fait, personnellement. Voilà. C'est ça le problème par rapport aux pyramidiaux, hein, comme on nous considère, et les historiens, les égyptologues qui ont travaillé parfois toute leur vie là-dessus. C'est un petit peu justement, eux n'ont pas vraiment beaucoup de preuves à apporter de cette histoire de tombeau. Par contre, nous, les chercheurs alternatifs, on a énormément de preuves que ce n'est pas un tombeau. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on pense que ce n'est pas un tombeau. Ah bah non, mais moi déjà j'ai exclu depuis très longtemps que c'était pas un tombeau, ce truc. Ça se voit. Enfin, et quand tu creuses au fur et à mesure des. Voilà. Tu sais que ce n'est pas un tombeau. Bon, voilà. Pourquoi on s'accroche toujours à cette histoire de tombeau, c'est le dogme, voilà, le dogme en place, faut pas y toucher, quoi. Surtout que, ce monument, il est quand même très imposant. Je pense qu'il y a une réelle volonté de transmettre quelque chose à travers ce monument-là. Ce monument, c'est pas anodin, c'est une forme géométrique en volume, donc c'est une pyramide. Donc pour moi, c'est aussi un symbole de quoi? De mathématiques, tout simplement. La pyramide, ça reste quand même une forme géométrique complexe pour moi, d'un point de vue mathématique. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir mathématiquement dans toutes les pyramides. Quelle qu'elle soit, là pour moi c'est une représentation symbolique de par sa forme des mathématiques, mais peut-être plus que ça, peut-être d'une connaissance, de la connaissance de quelque chose. Une connaissance, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Comme je le disais encore jeudi dernier, une sorte de capsule temporelle où toutes les connaissances ont été intégrées dedans. Bon, moi là je parle que de mathématiques parce que c'est ce sur quoi je vous présente là, mais effectivement il y a peut-être d'autres genres de connaissances qui sont inclus, notamment peut-être les équinoxes, les solstices, pourquoi pas tout ce qui est d'un point de vue géodésique, astronomique, etc. Moi personnellement j'exclus rien, je suis prêt à tout écouter. Hein. Le but. Et non, et moi je pense que le plateau de Gizeh en lui-même, c'est une énorme capsule temporelle. Et très souvent on fait une fixette sur la grande pyramide, mais je pense que si on étudie, je sais pas, est-ce que tu as déjà étudié Képhren, Mykérinos, un petit peu par rapport à ce principe que tu nous présentes là? Tout à fait, c'est justement l'ouverture de la conclusion, enfin c'est plutôt la conclusion de la deuxième partie. D'accord. On a hâte alors, on a hâte.
hâte. Bon, allez. Bon, Allez, on va y aller par le commencement, hein. c'est ça. Et d'ailleurs, Non, c'est- on va pas y arriver, mais je vais te couper. Mais si tu peux remettre Ouais. juste le slide d'avant, parce que je pense que je sais pas si tu l'as dit, mais la diagonale AS, Oui. elle m'a l'air parallèle à peut-être pas un petit pouillade à la grande galerie, cet angle d'inclinaison. Ah non, peut-être Alors, pas. je l'ai pas dit, mais effectivement, Jérôme, tu as l'œil. Mhm. Elle est plus ou moins parallèle, hein. On est toujours dans des À cet angle de 26 degrés, je crois. C'est un double carré, oui. Mhm. Voilà. Ok. Enfin, c'est la diagonale d'un double carré, je crois. Mhm. Il me semble hein, que c'est Quentin qui avait dit ça dans une de ses vidéos. Continuons. Donc avec les conduits inférieurs. Donc voilà, donc s'il se prolongeait, hop, ici, donc il se croiserait en T ici. Et donc on pourrait tracer un cercle, donc au centre là de MN, de rayon W'T, et on obtiendrait un cercle qui est tangent aux apothèmes de la pyramide. Robolote, c'est un truc de fou. C'est un truc Voilà, de fou. Je l'avais jamais vu ça en tout cas, hein. Non, mais ce soir, Yann nous présente des exclusivités, on vous l'avait promis avec Hervé, hein. Voilà, et on savait que les recherches de Yann étaient très pertinentes, et voilà, on est content de vous présenter ça. On arrête de te couper parce qu'on va pas avancer. Pas de souci. Et donc, il serait donc on pourrait tracer un cercle comme tout à l'heure, donc de centre W' du coup, donc tout à l'heure, donc c'était avec les conduits supérieurs, donc là avec les conduits inférieurs, entre le centre et la hauteur de la pyramide, le point culminant, pardon. Et donc il serait de rapport ces deux cercles de phi comme tout à l'heure, hein. Voilà. Donc on peut aussi parler des angles qui sont présents dans la pyramide. Là, je vous présente brièvement quelques angles, mais on pourrait en faire sur plein d'autres. Donc voilà, donc j'ai noté JJ' l'intersection des conduits inférieurs avec la base là, en bas. Et donc j'obtiens des angles, donc NTM ici, là, celui-là, de 103 degrés. Et donc JTM, tac, celui-là, ici, hop, de 76 degrés. Donc si on fait un rapport de 180 ici avec le grand angle, on obtient un rapport de racine de 3. Voilà. On observe aussi que l'écriture du coup de l'angle NJP ici, c'est 100 fois racine de 2 en degrés. Donc voilà, ça fait 141,4 degrés. On a un rapport entre l'angle PJX, donc qui est de 180 degrés, et l'angle PJN ici, hop, qui est donc de 100 fois racine de 2, donc un rapport de racine de phi. Voilà. Ils aimaient bien jouer avec les racines, quand même, hein. Oui, et il faut savoir que ça, par contre, je crois que c'est reconnu par les égyptologues, etc. L'archéologie. Qui connaissaient au niveau mathématique les racines carrées, quoi. Ouais, puis les racines carrées, c'était pas forcément un problème pour eux, quoi. C'est ça. Alors on le voit bien. Bon, bah, si c'est bien eux qui ont construit la pyramide, effectivement, on voit bien que c'est voilà. pas problème, ça. Mais s'il y a eu transmission de savoir. Voilà. Donc après, on peut aller encore plus loin et s'intéresser voilà, au croisement des conduits, là. Hop, il forme un triangle. Alors, et on peut s'intéresser comme ça à des choses complètement invisibles. Donc ici, ce triangle, il aurait une hauteur donc xt de ça. Voilà. JT, donc JT', donc l'apothème, on pourrait dire que c'est de 100 fois phi au cube sur 7. Voilà. JJ', donc la base de ce petit triangle. Donc ça serait ça, un peu plus compliqué certes, mais on peut le simplifier en disant que c'est 666,66666 sur 7 à ça près. Bon, c'était plus pertinent en marquant ça, mais
c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Mais oui, je tiens à préciser depuis tout à l'heure, à chaque fois, hein, après ton calcul, tu as l'approximation de 99,999, etc. Donc voilà, on se rend compte que mais dans un monument aussi grand, ils étaient relativement précis quand même. En plus en pierre, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, en plus, oui, voilà, il faut prendre en compte la construction, quoi, parce que c'est bien beau d'élaborer tout ça sur un plan. Si c'était un petit peu leur démarche de dire on va inclure tout ça, donc c'est bien de le poser sur un plan, mais après il faut le construire, il faut respecter toutes les proportions. Hein, quand on travaille sur un monument qui fait 147 mètres de haut, avec des blocs de plusieurs tonnes, pour respecter ces proportions, c'est pas un jeu d'enfant, quoi. Donc on peut leur pardonner ce petit écart qui est extrêmement minime. Bon, après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que là, j'utilise surtout des valeurs théoriques. La valeur réelle, donc par exemple, dire la chambre souterraine, par exemple. Je crois que c'est Petri. Je sais plus qui c'est qui donne, par exemple, une profondeur de 57,07 coudées. Moi, personnellement, je n'utiliserai pas ça. Moi, j'utiliserai 57 coudées, voilà. Donc, c'est la différence qu'il y a. Donc, moi, j'utilise pas ce qui a été réalisé, mais j'utilise peut-être les valeurs qui ont été pensées par l'architecte. Voilà. Puis sachant que la chambre basse n'a pas un sol plat, quoi. Exactement, en plus. Moi, j'ai même pas la capacité. Tout défoncé de partout, il n'y a rien de plat, quoi. Donc, où prendre la mesure dans la chambre en plein centre, mais bon, c'est... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme. C'est qu'on ne sait pas, même moi, je ne savais pas quelle valeur il fallait que je prenne. Est-ce que c'est le sol, ou est-ce que c'est le plafond, ou est-ce que c'est le... Voilà. Le plafond, par contre, lui, est relativement plat. Il faut peut-être mieux travailler avec la hauteur du plafond. C'est possible. Continuons. Donc, on a dit qu'on avait donc, cette fameuse hauteur. Voilà. X. À nouveau. Donc, si on divise la base du coup par l'apothème, donc on obtient pi sur 2. Donc, voilà. Si on divise du coup l'apothème par la hauteur, on obtient phi. Et si on divise la base par la hauteur, on obtient 2 fois la racine du nombre d'or. Voilà. Ok. Surtout que là, ce qui est le plus étrange, c'est que ça, on est obligatoirement obligé de le déduire en traçant une droite imaginaire, puisqu'on sait qu'il y a le pivot au centre. Oui, mais bon, ça reste quand même assez logique qu'on essaie. Oui, je suis d'accord. Au vu de la plante. Ouais, je suis d'accord. Je veux dire juste que là, tu travailles avec des mesures invisibles. Ouais. Des mesures invisibles, puisqu'en plus, avec ce pivot au centre de la pyramide, le plancher des chameaux, je dirais, il n'est pas au niveau de ta droite J', quoi. Il est plus haut. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va parler de l'entrée de la pyramide, qui est ici. Donc tout simplement, pour déterminer l'entrée de la pyramide, je présuppose qu'ils ont tracé que dans les plans, c'était que l'architecte a tracé une parallèle à la base en passant par le croisement des conduits, voilà, et qui nous permet d'obtenir le point T, donc l'entrée de la pyramide. Voilà. Donc c'est une supposition, voilà, j'ai pas vraiment une moyen de vérifier ça. Voilà. Donc on obtient par contre un joli croisement ici. Voilà. Dans le couloir ascendant. Oui. Et du coup l'entrée de la pyramide. Voilà. Donc le rapport entre KE' ici et KT ici, voilà, ça nous fait ce rapport-là. Voilà. Ok. Donc pour finir cette première partie, du moins sur la présentation, j'ai tracé du coup une droite qui passe par le croisement des deux conduits là, voilà. Et donc j'ai obtenu Y et Z, voilà. Et donc on obtient en bas là au niveau de la base EZ qui est égal à 240,04 coudées et ZE' à 199,96 coudées. Donc c'est quasiment 240-200, donc quasiment un rapport
6 sur 5. Voilà. Voilà. Eh bah, bravo Yann, hein. Ah ouais, là, Hein, on est scotché, hein. On alors, se rend compte que voilà, là il y a énormément de travail déjà de ta part. Et ouais, c'est assez remarquable de voir que tout ça est inclus dans la géométrie interne, la structure interne. Et c'est un petit peu comme on le disait avec Hervé, une exclusivité. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, carrément. Voilà. Donc, moi, ce que j'insiste auprès du public, parce que Yann, t'es jeune, et je suis surpris de voir donc quelqu'un comme toi, jeune, qui s'intéresse donc à ces choses-là et qui a poussé le truc à faire ce que tu nous as démontré là. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Ah bah oui, je dis, il y a un énorme travail, quoi. On sent que t'as été passionné par cette chose-là. Parce que parfois on peut trouver un rapport quelque part et on s'arrêter là, mais toi, t'as vraiment bossé dans tous les sens du terme. T'as dû en faire des plans, des trucs, hein, t'as dû. Alors, tu sais, moi, ça m'a fait penser à Jérémy, donc notre fameux Mister 137, qui nous disait, même en off, qui nous disait non, mais en fait, je me réveillais en plein milieu de la nuit, comme ça, et paf, je me mettais sur Google Earth et je traçais des lignes et je trouvais des trucs. Et je sens que là, c'est un peu pareil avec Yann. Donc, une fois que tu te mets le pied à l'étrier, enfin, tu commences, tu essayes de mesurer, calculer, machin. Oh putain, paf, t'as un truc, tu dis, attends, si je faisais ça comme ça, oh putain, tu trouves un truc, tu vois. Et je pense que là, c'est un peu pareil, tu vois, il y a cette... je sais pas comment on peut appeler ça, Jérôme, parce que il y a l'intuition qui vient aussi. Voilà, une intuition et voilà, Parce que pour trouver des choses comme tu nous as présenté ce soir, bon, il faut avoir l'intuition de dire tiens, si je traçais le rectangle que me forment ces diagonales, etc. Et puis après partir sur un cercle. Et puis faut avoir l'intuition, il faut avoir l'idée de dire tiens, si je traçais à partir de ce que je projette là, tu vois ce que je veux dire, Yann? Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, bah après, c'est aussi beaucoup d'erreurs, de fausses pistes, hein. Là, ce que je vous présente, c'est ce qui paraît a priori le plus pertinent. Mais il y a plein d'autres choses aussi que j'ai découvert qui valent ce qu'elles valent. Mais bon, après, on n'est jamais sûr de la pertinence de ce qu'on raconte. Moi, j'ai pas de formation de mathématicien, etc. Si j'en avais eu, j'aurais bien aimé d'ailleurs, je serais peut-être allé encore plus loin. Mais en tout cas, déjà, ça peut peut-être donner envie à des personnes qui sont déjà initiées aux mathématiques, à la géométrie, tout ça, de pousser peut-être encore ce que je viens de faire encore plus loin, hein, parce que je pense qu'il y a des choses encore plus intéressantes à trouver que je vous présente. Déjà, ouais. Alors après, attention, hein, il y a peut-être des gens, d'autres personnes qui ont cherché de leur côté et qui ont trouvé peut-être des choses comme toi, Yann, hein, attention, hein, on dit pas... ça serait intéressant éventuellement d'avoir des retours là-dessus, parce que c'est ce qu'on faisait avec la géométrie sacrée. On se rend compte que des chercheurs qui ne se connaissent pas, qui travaillent différemment parfois, il y a des choses qui sont corroborées de chaque côté, quoi. Ils ont trouvé la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Et ça accrédite la chose, puisque tu te dis bon, moi je suis parti d'une autre façon de travailler et je tombe sur les mêmes résultats, donc ça réconforte dans l'idée que voilà, t'as fait une découverte, quoi. T'es parti dans la bonne direction, quoi. Ouais, mais je pense aussi que c'est ce sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir, en fait. Je pense que c'est ça surtout qui nous anime, parce que moi, comme plein d'autres chercheurs, comme tu as cité tout à l'heure Monsieur 137, on se rend compte que pour nous, ce qu'on trouve, c'est des preuves suffisantes pour aller chercher encore plus loin et se dire oui, il y a vraiment quelque chose. Donc c'est ce mystère qui nous anime, et percer les mystères, c'est quelque chose qui a toujours animé l'homme. Et donc je pense qu'il y a... Qui le dis-tu? Eh oui. Mais non, c'est vrai, c'est super. Moi, je te dis bravo là pour cette démonstration de cette première partie. Alors, bien sûr, hein, tu as été beaucoup plus loin, et peut-être qu'on va voir ça dans la deuxième partie, mais aussi peut-être pas non plus, puisque on sait jusqu'où tu es allé, mais c'est un truc de fou. Donc
Voilà, moi, je sais qu'il y a un gros boulot et qu'on avait demandé à Yann, quand Yann nous a présenté un petit peu tout ça, on a dit si tu peux condenser. Donc, du boulot derrière pour recondenser tout ça. Voilà, j'ai travaillé pour nous, merci. Hein, non, mais le format l'impose aussi. Hein, je veux dire, on n'est pas dans un séminaire ou voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est surtout ouvrir la curiosité à certaines personnes qui nous regardent, d'aller chercher aussi par elles-mêmes des choses plus ou moins similaires, ou peut-être complètement différentes, qui permettraient de faire avancer le schmilblick. Voilà. Donc le but, c'est de faire comme je disais, on fait une fixette sur la Grande Pyramide. Je crois qu'il y a aussi du boulot sur Képhren et Mykérinos. C'est ça. Et surtout le plateau de Gizeh, hein, ça a été aussi démontré. Moi, selon moi, tout le plateau de Gizeh a été agencé d'un bloc. C'était pas une succession de tombeaux qui se sont faits sur 3 générations. Pour moi, c'était un chantier gigantesque. Tout a été fait, pensé et réalisé. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, parce qu'on te montre toujours dans des films documentaires, genre la construction de la Grande Pyramide, comment ça a pu être énorme et tout ça, mais en fait, moi je pense comme toi, c'est-à-dire que les 3 pyramides, et voire les pyramides satellites qui ont été faites en une seule fois. Mais t'imagines le chantier, Après là on va se contredire, Hervé, parce que là, ça expliquerait pourquoi peut-être l'inscription qu'on retrouve dans la chambre de décharge, comme je disais, s'il n'y avait pas plusieurs constructions, plusieurs chantiers en même temps, pourquoi ils auraient marqué sur cette pierre, celle-là elle est pour Khéops. Ça pourrait peut-être accréditer la chose, dire voilà, si on construisait les 3 pyramides en même temps, bon oui, il fallait pas se tromper, ce bloc-là on savait qu'il était fait pour Khéops et on l'a marqué, quoi, pour pas se tromper. Tu vois, pourquoi pas. On reviendra dessus, je pense, avec Fred de l'apprentissage qui a bien creusé aussi par rapport au plateau de Gizeh, parce qu'il a pas mal de choses à nous dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Ça, je trouve. Enfin, oui, que tout a pu être réalisé en même temps, un énorme chantier. Puisque quand on voit l'agencement du plateau de Gizeh en lui-même, moi je vous invite à revoir les travaux de Georges Vermar et Mathieu Lavaux. On se rend compte que le plateau de Gizeh, c'est un peu le même concept que ce que tu nous fais voir sur la structure interne quelque part. Tout à fait. Quand on joue avec des cercles, des diagonales, quand on encadre les 3 pyramides dans un même carré, etc., et qu'on commence à jouer avec des racines carrées, comme tu nous fais voir, on se rend compte que voilà, le plateau a été pensé. Il y a eu la même pensée pour réaliser l'ensemble du plateau de Gizeh. Je suis assez partisan de cette hypothèse aussi. Écoute, on va donner rendez-vous dans une semaine pour que vous voyez la suite. On verra la suite, la seconde partie des travaux de Yann jeudi prochain. Donc on vous donne rendez-vous jeudi prochain. On espère que vous serez parmi nous pour voir la suite, parce que ça promet, je pense. Yann a encore des choses extraordinaires à nous faire découvrir. Vraiment incroyable. Donc bonne soirée, Yann, les amis. Bonne soirée à tous. Merci Yann pour cette première partie. Et puis à très bientôt sur Monde Mystérieux pour la seconde partie. Salut tout le monde. Salut. Salut.